L'idée européenne, c'est-à-dire l'idée qu'il faut une Europe unie face au péril commun, n'est pas nouvelle. On peut la dater, par exemple, de l'époque de Georges de Podiebrad au XVe siècle, le roi de Bohême, qui prône une alliance des États européens contre les Turcs qui menacent les Balkans et qui vont effectivement s'emparer d'une partie importante des Balkans jusqu'à ce qu'ils soient repoussés au fur et à mesure des siècles. Bien entendu, Georges de Podiebrad n'a pas été écouté. On peut penser aussi au projet de Sully proposé à Henri IV, là aussi une alliance des États chrétiens d'Europe pour essayer de se défendre. L'idée européenne, on la retrouve évidemment au début du XIXe siècle avec le comte de Saint-Simon, de la réorganisation de la société européenne, où il parle de nation européenne au singulier. On la retrouve chez Kant avec un projet de paix perpétuelle. On la retrouve chez Fichte, qu'on désigne souvent comme père du nationalisme allemand et qui aura été favorable à une Europe unie également, tout comme l'italien Giuseppe Mazzini, qui en 1830 fonde la jeune Italie, Giovanni Italia, et puis va fonder quelques années après la jeune Europe, Giovanni Europa. On est au XIXe siècle, l'idée européenne dans le premier XIXe siècle s'impose naturellement. On la retrouve dans un projet de Lamartine, on la retrouve avec les États-Unis d'Europe de Victor Hugo. Et effectivement, l'idée européenne, à gauche, domine, mais elle domine aussi au centre et à droite, d'une certaine manière. Et puis, avec la guerre de 1870, avec l'émergence du pan-germanisme, du pan-slavisme et des ambitions impériales de tel ou tel pays, l'idée européenne va complètement régresser. Et ce sont des idées nationalistes de division qui vont s'imposer. Elles vont mener l'Europe à son terme, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, guerre des nations, guerre des nationalismes, où 8 millions d'Européens vont perdre la vie et qui vont engendrer, évidemment, ces conflits terribles de 14-18, le bolchevisme, avec sa guerre civile d'abord, en Russie, et puis les séquelles aussi de droite, le fascisme, le national-socialisme, qui sont des réponses à 14-18, qui sont aussi le pacifisme de la France. C'est-à-dire que vous avez des nations qui ont vaincu, France et Royaume-Uni, et qui aspirent à la paix. Et puis, vous avez des nations vaincues, comme l'Allemagne, ou qui n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, comme l'Italie, et qui veulent leur revanche. Cette revanche va s'incarner dans le fascisme. Le fascisme et le national-socialisme, évidemment, ne sont pas pro-européens. Il y a des pro-européens, comme je dis, les pacifistes, et puis il y a un tandem qui commence à se constituer entre la France et l'Allemagne. C'est Aristide Briand d'un côté pour la France et Gustav Stresemann, chancelier allemand, de l'autre. Mais en 1930, les deux vont mourir. Et l'idée européenne va s'arrêter là. Lorsqu'Hitler évoque l'idée européenne, il la fustige. Il attaque évidemment ce qu'on a appelé pan-Europe, je vais en parler un tout petit peu, désigne d'ailleurs Koudanov-Kalergi comme, je cite, un bâtard du monde entier, mais cela, on le saura dans un livre qui s'appelle Le Second Livre, et qui en français n'aura été édité dans les années 50, où il fustige notamment le pan-européanisme, et explique bien que l'Allemagne dominera l'Europe et que l'Europe portera le nom de l'Allemagne, tout simplement. Voilà. Un peu comme l'Italie a fini par porter le nom de Rome, c'était ça son idée. Donc l'impérialisme. Pas question d'une Europe unie, encore moins égalitaire. Alors, Koudanov-Kalergi, on l'attaque souvent dans le milieu de droite nationale en l'accusant d'être responsable d'un plan Kalergi, de métissage universel, en surestimant et surinterprétant un texte de jeunesse de 1926 qui s'appelle Pour un idéalisme pratique, Practitioner Idealismus, où effectivement, à un moment donné, il dit que l'homme du lointain avenir serait métisse et ressemblerait plus ou moins aux anciens Égyptiens. Il ne s'agit pas de le prôner dans ce livre ou de le souhaiter, c'est une hypothèse comme dans Star Trek ou dans la science-fiction. Mais le vrai Koudanov-Kalergi, c'est celui qui accuse Hitler de diviser la race blanche, je cite, et celui qui propose à Benito Mussolini la présidence de Pan-Europe. Vous voyez qu'on est loin d'une sorte de gauchiste mondialiste. Et il proposera d'ailleurs la présidence de Pan-Europe au général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. L'influence de Pan-Europe a été très limitée, il faut bien le dire. Mais il semblerait que le drapeau européen actuel, à quelques détails près, s'en soit inspiré. Ce drapeau aurait dû être rempli d'un cercle jaune et d'une croix rouge à l'intérieur de ce cercle jaune symbolisant le soleil d'Apollon et la croix rouge représentant les croisés. Donc, vous voyez, une sorte de symbole pagano-chrétien. Alors l'idée européenne, par pacifisme notamment, elle est largement partagée en France par beaucoup d'intellectuels, et la plupart de ces intellectuels qui sont pacifistes, qui sont pour une Europe unie, vont tomber dans le piège de la collaboration. L'idée européenne, contrairement à ce que disaient les souverainistes, n'est évidemment pas que du côté des partisans aveugles ou naïfs du Troisième Reich, elle est aussi du côté de certains résistants. L'idée européenne est partout, parce que nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons connu la guerre.
avait dit après-guerre Schuman. Et c'est vrai que ça est exact. Certains se disent que même si c'est l'Allemagne totalitaire qui fait l'unité de l'Europe, mieux vaut l'unité de l'Europe que pas d'unité du tout. Dans cette approche et dans cette réflexion, des gens comme Drieu, Rochelle et d'autres vont se perdre dans la collaboration en fantasmant un idéal européen qu'ils pensent trouver dans le camp d'en face et qui n'y existe pas ou à la marge. Car effectivement, il y a des pro-européens du côté même de l'Allemagne hitlérienne, mais ils sont marginaux. Ils n'ont pas le droit à la parole et ce n'est pas eux qui décident de la politique. L'Allemagne hitlérienne est d'abord allemande. Elle est animée d'abord par un idéal nationaliste. Il s'agit d'unir l'Europe sous la botte allemande, pas d'unir les Européens. Il faut bien faire la différence entre ça. Bien entendu, il y a des peuples plus ou moins jugés compatibles et d'autres trop éloignés. Les peuples latins sont infériorisés car on les prétend métissés avec des populations orientales sous l'Empire romain, et les populations slaves sont considérées aussi comme métissées. Ça arrange bien les affaires du discours allemand, tout ça. Quand on veut nier la réalité aux autres peuples, on leur invente des origines mélangées. Il est évident que dans ce contexte-là, l'Allemagne ne commence à comprendre l'enjeu européen que quand ça sent mauvais pour elle. En termes clairs, l'européisme nazi a existé d'une certaine manière, mais à partir de 1943-1944, c'est-à-dire lorsque l'Allemagne commence à perdre. Tant qu'elle était triomphante, elle ne négociait pas. Elle ne se rend compte de l'utilité des autres peuples d'Europe que quand ça sent mauvais. L'armée Vlasov, c'est-à-dire l'idée que les Russes peuvent se libérer eux-mêmes du bolchevisme, n'apparaîtra qu'en septembre 1944. Vous doutez bien qu'en septembre 1944, l'armée russe ne sert plus à rien du côté allemand. Et tout est à l'avenant. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait eu un européisme nazi, il eût fallu que l'Allemagne perde, mais pas trop. Perde suffisamment pour se rendre compte de l'évidence de la nécessité d'une Europe unie, mais pas trop pour que les bolcheviks et les atlantistes. Vous voyez, en fait, c'est un fantasme. Il n'aurait jamais pu y en avoir un. Donc, il n'y a jamais eu d'européisme nazi, contrairement à ce que disaient les souverainistes. Bien sûr, il y a eu des mots qui ont été mis en avant. Quand vous prenez la CEE, par exemple, Communauté économique européenne, en allemand, ça se dit Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Eh bien, cette communauté économique européenne existe à l'époque hitlérienne. C'est un projet de Ribbentrop qui s'appelle EWG, justement. C'est d'ailleurs amusant de voir que les souverainistes ne citent pas cela. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des vagues projets pro-européens qui servent en réalité simplement à soumettre l'Europe, là aussi, aux intérêts économiques allemands, que c'est un européisme. Pour qu'il y ait européisme, il faut qu'il y ait une volonté d'unir les Européens, de considérer qu'ils sont égaux et de même souche. Ce n'est pas du tout le projet du fascisme et du nazisme. Alors, bien entendu, le fascisme italien croit en 1944, là aussi, quand ça sent mauvais, à nécessiter une confédération européenne. C'est écrit dans le programme de la République de Salo, le programme de Vérone en 1944. Mais là aussi, ce ne sont que des vœux pieux. Ce qui est important à comprendre, c'est que le mouvement social italien, MSI, néofasciste, qui va survivre à la Seconde Guerre mondiale, pendant très longtemps, sera pro-européen. Et j'y reviendrai. Donc, dans la résistance, là aussi, il y a une volonté d'une Europe unie. Pas chez De Gaulle, bien entendu, même si De Gaulle est conscient de la nécessité de réconciliation européenne, mais par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, vous aurez le MSEUE, Mouvement socialiste pour les États-Unis d'Europe, fondé notamment par André Philippe, un socialiste français. Et donc, ce MSEUE prône des États-Unis d'Europe, donc une avancée vers une Europe plus politique, plus unie, etc. Dans le même temps, il y a le MSE, Mouvement social européen de Malmö, qui rassemble les fascistes survivants qui, eux aussi, ont compris la nécessité d'une Europe unie. Vous voyez, il y a le MSEUE d'un côté et le MSE de l'autre. Et puis, il y a les démocrates chrétiens, eux aussi, qui veulent faire avancer une Europe politique à ce moment-là. On peut penser au projet Spinelli et tant d'autres. C'est-à-dire qu'après 1945, les grands partis pro-européens, c'est-à-dire c'est qui en France? Eh bien, c'est le Parti radical, les radicales socialistes, c'est la SFIO, donc socialiste, c'est le MRP, le mouvement républicain, le mouvement, je crois que j'ai un trou de mémoire, enfin, c'est le grand parti de droite, hein, de la démocratie chrétienne. Donc, les socialistes et les démocrates chrétiens veulent une Europe unie, ils en sont conscients, et parmi eux, il y a Monnet, il y a Schuman, il y a De Gasperi, il y a Bayen, Spaak et tant d'autres. Et tous ces gens-là font avancer la construction européenne dans les années 50. Premier obstacle, l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, échec dû à la mollesse des socialistes et au vote hostile des communistes et des gaullistes. Parce qu'en France, qui est contre la construction européenne? Les communistes, qui jouent pour le camp d'en face,
pour l'Union soviétique, qui voient un très mauvais œil l'unité de l'Europe occidentale, et puis les gaullistes qui restent dans un vieux schéma anti-européen. Du côté donc de la droite nationale, certains malgré tout sont pro-européens, par anticommunisme par exemple, ou par idéal racialiste, avec différentes tendances. J'ai cité le mouvement social européen tout à l'heure. Il y a deux camps. Il y a le camp, on va dire, des néofascistes, financé par l'Italie, et puis il y a le camp des vrais racistes au sens strict du nouvel ordre européen. Ça fait exploser leur structure, et ensuite ce sont des individualités qui vont incarner le nationalisme européen, donc de droite, si on peut dire, après 1945. Pour ne pas les citer, Oswald Mosley, par exemple, au Royaume-Uni, qui crée le mouvement pour l'Union, le Union Movement, qui est favorable à une Europe unie. Otto Strasser, nazi de gauche, si on peut dire, opposant à Hitler, qui revient en Allemagne depuis son exil canadien et qui essaie justement de faire avancer une Europe unie. Thiriard, le Belge, et tant d'autres. Dans le cas français, le nationalisme européen est incarné par un personnage comme Bardèche, qui idéologiquement est peu recommandable évidemment, et il va être ensuite incarné par ce qu'on appelait la nouvelle droite. Ce virage, on le doit notamment à Dominique Vénère, que j'ai déjà à nombreuses reprises cité par le passé. Dominique Vénère est issu de la droite nationaliste, il fait partie des Jeunes Nations, et va se battre avec l'OAS pour garder l'Algérie. C'est en Algérie qu'il entend l'expression français de souche européenne, ça intrigue son oreille, et il se rend compte de l'absurdité de vouloir faire cohabiter ces deux populations. Il revient donc en France, et après quelques séjours en prison, il décide, lui et un certain nombre de gens issus de ce qu'on appelle la Fédération des étudiants nationalistes, de créer le magazine et le mouvement qui va avec, Europe Action. Europe Action, par exemple, dans le numéro 2 ou 3, vous avez une carte de l'Europe occidentale avec une immense flèche qui va vers la droite. On est bien dans l'idée d'unir l'Europe, de libérer les pays d'Europe qui sont occupés par les soviétiques et donc d'amener à une Europe unie sur une base nationale. La nation européenne, tout simplement. Le terme existe. Il n'est pas dû au hasard. Et donc, ça va amener notamment à la création du Rassemblement européen de la liberté, qui échouera totalement aux élections. Vénère arrête la politique. Le courant pro-européen de la droite nationale et identitaire va se concentrer sur la question métapolitique, c'est-à-dire la question culturelle. Ça va donner le Grèce au sens strict et la nouvelle droite. L'européisme politique de droite, j'entends, s'arrête là. L'idée européenne de vue politique n'est plus incarnée que par le centre qui dirige. Et ça va être le cas jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, quelles sont les grandes différences entre le nationalisme européen et, on va dire, l'européisme centriste que l'on connaît? Cet européisme au pouvoir, je ne dis pas qu'il est que de façade, parce qu'il y a des gens parfois sincères, mais il est très conformiste. Pourquoi faire l'Europe unie? Parce qu'on est plus fort ensemble, parce qu'il y a le péril communiste, parce que toujours il y a une raison peu valable. La raison de l'unité politique de l'Europe, c'est la parenté profonde entre Européens, c'est l'ethnicité européenne commune. Or, ça, c'est le tabou. Alors, évidemment, dans les années 50 ou 60, les eurocentristes, si on peut dire, pouvaient ne pas s'intéresser à la question de l'immigration, elle était très, très mineure. Elle était marginale. Déjà, la Nouvelle Droite mettait l'accent dessus et mettait en garde contre ces flux migratoires. Mais qui l'écoutait? Pas grand monde. Donc, pendant longtemps, la question européenne était totalement séparée de la question migratoire. Et puis, la question migratoire s'est introduite, mais l'eurocentre est resté mou. Ce n'est pas un sujet. Alors, qui est pro-européen? Officiellement, si vous écoutez la plupart des gouvernements d'Europe occidentale, tout le monde est pro-européen. Macron, il n'y a pas plus pro-européen en parole. Donc, on peut se dire que l'idée européenne, elle a gagné. Personne ou presque ne la conteste. Même l'extrême droite anti-européenne a fini par accepter de renoncer à un Frexit et autres et jouer la partition à l'intérieur de l'Union européenne. On peut dire que l'européisme a gagné, mais ça n'est qu'une façade. En réalité, la construction européenne n'avance plus depuis 20 ans. L'euro est la dernière avancée de l'Union européenne, c'est en 2002, on est 23 ans plus tard. Toujours pas d'armée européenne, toujours rien. L'Union européenne est au point mort quasiment. Pour faire des conneries, réformer Erasmus pour l'ouvrir à l'Afrique du Nord, tout ça, il y a plein de monde pour ça. Mais pour faire avancer réellement l'Europe politique, pour défendre l'Europe, il n'y a plus personne, même quand les Russes attaquent l'Ukraine.
Donc la réalité aujourd'hui elle est là, c'est que vous avez des gens au pouvoir qui prétendent être pro-européens, et donc ceux qui sont contre ou ceux qui sont au pouvoir se transforment en anti-européens par bêtise. Au lieu de se dire que Macron et les autres ne sont pas du tout pro-européens, ce sont des faussaires, non, non, ils deviennent anti-européens bêtement. Et ça a amené cette régression de la droite nationale. Comme je le disais, dans les années 70, la nouvelle droite est dans le métapolitique, dans le culturel. Mais ce n'est pas elle qui va connaître un essor politique, c'est le Front National. Alors le Front National de Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, n'est pas anti-européen, parce qu'il y a la menace communiste. Donc, jusqu'en 89 ou 90, le Front National ne prône pas de sortie de l'Union européenne, à l'époque CE, ou quoi que ce soit du genre. Ce qui va être déterminant, c'est le passage aux années 90. L'Union européenne, donc CE, toujours la CE, doit se transformer en Union européenne. C'est le fameux traité de Maastricht et le fameux référendum de 1992. Mais on est en 1992. L'Union soviétique n'existe plus. L'anticommunisme de Jean-Marie Le Pen n'est plus d'actualité. Et à ce moment-là, évidemment, Le Pen devient europhobe. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a le succès de Philippe de Villiers, de Charles Pasqua et de Philippe Séguin, qui perdent en 92, mais de peu face à François Mitterrand. Ils font presque 49% des voix. C'est énorme. Et donc, pour Jean-Marie Le Pen, ça devient l'idée de réservoir électoral. À partir de là, le Front National devient fondamentalement anti-européen. Bien sûr, il y a des pro-européens à son sein, toujours, évidemment. Ceux notamment issus du logiciel de la nouvelle droite, les Le Gallou, les Maigret et compagnie. Mais eux-mêmes sont sur une ligne très pragmatique. Lorsque Bruno Maigret est contraint à la scission de 98 et qu'il se présente aux élections européennes de 99, le slogan, c'est Européens d'accord, mais Français d'abord. C'est bien tiède. C'est beaucoup mieux que le vieux Front National. Mais ça n'est pas suffisant pour faire la différence. Donc le drame aujourd'hui, il est là et il reste valable, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent faire avancer l'Europe sur le plan identitaire, mais qui refusent l'Europe politique, et ceux qui prétendent faire avancer l'Europe politique, mais qui refusent tout discours identitaire. On laisse aux anti-européens le monopole du discours en faveur de l'immigration, contre l'immigration, pardon, et on laisse aux eurocentristes le monopole du discours européen. Le drame est celui-là. Et c'est ça l'équation fatale. Le nationalisme européen, si on peut dire, fait la jonction normalement entre les deux. Il impose l'idée que l'Europe est politiquement une nécessité absolue, et en même temps que l'Europe ne peut s'unir et n'a de sens que sur la base de l'identité européenne ethnique commune. Donc, pour vraiment être un pro-européen, il faut être anti-immigration. Et c'est ça le vrai drame. Et vous remarquerez que les souverainistes, finalement, ne sont pas anti-immigration, ou pas tellement anti-immigration. Le drame, c'est que quand vous avez un sondage qui vous dit que 61% des Français veulent une armée européenne, ce sondage est authentique. Il n'y a pas un seul parti politique existant actuellement qui prône une armée européenne. Pas un seul. Même Macron, il dit qu'il faut faire avancer l'Europe de la défense. D'accord, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'armée européenne dans aucun des programmes des partis politiques. Que vous soyez de gauche, de droite, du centre ou d'extrême droite, la question de l'armée européenne n'existe pas. Pour l'extrême droite, l'idée est dérangeante. Pour l'extrême gauche, ça n'existe même pas dans sa tête. Et pour les partis prétendument pro-européens, de toute façon, il n'y a aucune avancée. Donc la réalité, elle est celle-là. Faux européistes au pouvoir, faux identitaires dans l'opposition, à l'image d'un Farage qui a expliqué encore qu'il fallait que tous les gens de toutes les origines aiment l'Angleterre, etc. Le drame d'aujourd'hui est celui-là. Donc le nationalisme européen, dans les années 50 et 60, a été incarné par des figures issues de la collaboration ou du fascisme. Donc c'était inaudible, évidemment. Ça ne pouvait pas réussir à cause de cela. Mais personne n'a pris le relais sans ces mauvaises influences. Donc nous sommes dans une situation où il n'y a pas de nationalisme européen. Il y a eu, avec toutes les nuances qu'on peut avoir et tous les désaccords qu'on peut avoir, mais il n'y a plus. Ni en France, ni chez nos voisins. Vous avez des faux européistes, mais un peu sincères quand même, comme Volt, par exemple. Volt, ce sont des gens plutôt jeunes qui veulent une Europe politique, mais qui n'ont pas du tout de discours identitaire, et qui font parfois 1% des voix dans certaines élections.
Voilà, mais ça ne pèse rien et c'est sur un européisme lambda bête que Macron pourrait défendre d'ailleurs. C'est cette terrible régression qu'il faut mettre en exergue, les amis. C'est cette terrible reculade, si on peut dire, qu'il faut souligner. Alors, comme je l'ai dit, j'ai cité des figures qui sont, évidemment, quand vous cherchez leur fiche Wikipédia, connotées. Même quelqu'un comme Thiriard, parce que dans sa jeunesse en Belgique, il a flirté avec les mouvements de la collaboration. Aucun ne pouvait être autant. En fait, ces gens d'européistes de droite, on va dire, ils ont compris la nécessité de l'Europe, notamment à cause de l'échec justement de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont dit il fallait faire l'Europe, et ça n'a pas été le cas. Les plus lucides comprendront qu'évidemment le régime hitlérien est le principal responsable de l'échec de toute Europe politique, même de ce côté-là. Et donc, l'Europe devient une évidence, une nécessité absolue, mais aux yeux de gens qui se sont marqués à vie d'engagements, évidemment, qui sont décriés et condamnés. Parce que le nationalisme européen des années 50, 60 et autres, c'est cela. Si vous citez Mosley, les gens vont vous parler du fascisme des années 30. Le vieux Mosley d'après-guerre a essayé de revenir dans la politique des années 50. C'est d'ailleurs lui qui a alerté le premier, même avant Enoch Powell, les Britanniques, de la menace de l'immigration non européenne. Et qui allait écouter un chef fasciste? Personne. Quand bien même n'a-t-il jamais collaboré, pour la bonne et simple raison que le Royaume-Uni n'a jamais été envahi par les Allemands. Mais ça ne change rien. Vous avez la marque, et la marque vous interdit toute existence politique. Vous savez, même Dominique Vénère, lorsqu'il est venu avoir un colloque que l'Iliade voulait organiser, eh bien, le colloque a été interdit. Il a été interdit sur la base de l'engagement passé complètement obsolète de Vénère pour l'OS ou compagnie. Vénère avait appris les erreurs de son passé, il avait tiré des leçons de ses échecs. Mais on lui ramenait cela même post-mortem. Au lieu de se dire, bah non, mais c'est un hommage à un écrivain qui, depuis les années 70, a sorti une cinquantaine de bouquins. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous renvoie vers le départ. Toujours. Regardez pourquoi un Alain Benoît, qui a quand même beaucoup de talent et d'intelligence, n'a jamais finalement pu sortir du ghetto de la droite nationale. Alors qu'il a tenu des positions parfois presque à gauche, qu'il a même laissé entendre qu'il avait pu voter Mélenchon, ce qui, à mon avis, était une provocation, ça n'a rien changé. Frédéric Tadei pouvait inviter, lorsque son émission existait, Alain Benoît à titre exceptionnel de temps en temps. Et qui le ferait? Est-ce que Thierry Ardisson a invité un jour Alain Benoît dans une de ses émissions? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'Alain Benoît a beau avoir écrit un nombre de livres considérable, représente un intellectuel réel, même si on peut être en désaccord avec lui, il a toujours été tenu en marche. Souvenez-vous de la réaction, je crois, de Manuel Valls, lorsque Onfray avait accepté un entretien avec Alain Benoît dans Éléments. Le tollé. Pourtant, si vous lisez Éléments, il n'y a rien d'extrémiste dans Éléments. Eh bien oui, Alain Benoît ayant été Fabrice Laroche, ce pseudonyme de la Fédération des étudiants nationalistes, on ne lui pardonnera jamais et on l'empêchera d'exister politiquement. La marque, toujours. L'infamie, le sceau de l'infamie que les médias vous imposent pour vous faire taire, pour vous empêcher d'être invité, pour vous empêcher de défendre vos idées. Donc l'européisme identitaire a certains aspects, et l'héritier de ce nationalisme européen, même s'il ne se limite pas à ça. Moi, je n'ai pas de problème à considérer qu'on peut faire la jonction entre ces nationalistes européens-là et des européistes plus classiques comme Monnet et Schuman. Ce n'est pas forcément gênant. Il faut une Europe politique, mais il faut qu'elle soit européenne. Ceux qui ont voulu aller dans le sens de la politique, ils ont raison, mais ils étaient incomplets dans leur démarche. Ce que nous voulons, c'est que l'Union européenne devienne identitaire. C'est-à-dire que l'Union européenne ne se limite pas à être une construction politique, mais que ce soit une construction politique sur une assise ethnique, sur le peuplement historique de l'Europe et non pas sur les flux internationaux. Un nationalisme européen authentique est donc double. Il est pour une nation européenne, c'est-à-dire pour l'unité politique des Européens parce que ceux-ci sont de même souche, et il est bien sûr pour la restauration de l'intégrité identitaire de l'Europe par des processus remigratoires. C'est cohérent. Vous remarquerez que plus vous êtes pro-européen, moins vous êtes favorable théoriquement à la prétendue assimilation dont la droite nationale nous rabat les oreilles depuis des années. J'écoutais tout à l'heure Éric Zemmour qui nous expliquait que, bien entendu, ceux issus d'ailleurs, qui se reconnaissaient dans nos valeurs et autres, étaient bienvenus.
C'est bien la peine de vous prenez un ministère de la Remigration pour nous dire ça. Tout ramener à la question religieuse, évidemment, est absolument idiot. Ça aussi, c'est une thématique importante à évoquer. Pour la droite nationale, les questions de religion deviennent fondamentales. Vous me direz, mais Thomas, tu es le premier à mettre en avant le paganisme. Mais le paganisme, c'est la foi native des Européens, c'est d'origine ethnique. Ça n'a rien à voir avec des religions universelles, dont les conflits nous intéressent peu. Le problème de l'Europe est-il l'islam? Non. Le problème de l'Europe, c'est la submersion migratoire. Et peu importe la religion des gens qui nous submergent. Il y a des Européens musulmans dans les Balkans, dans le Caucase. On peut le déplorer, mais c'est la marque du passé. De toute façon, beaucoup d'Européens ne sont plus chrétiens, et c'est une très bonne chose, en soi. Le problème n'est donc pas la question de la religion. Le christianisme est très répandu dans toute une moitié de l'Afrique. Si vous regardez la carte de l'Afrique noire, vous avez l'Afrique noire musulmane et l'Afrique noire chrétienne. Bien sûr, vous avez des poches d'animisme, mais en général, c'est ce qu'on voit. Des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan et autres sont musulmans avec un taux de natalité très important. On peut aussi citer le Sénégal, on pourrait citer le nord de la Côte d'Ivoire, une bonne partie du Nigeria, une partie du Cameroun, la Centrafrique, etc. Ça, c'est une Afrique noire musulmane. Taux de natalité du Mali, 6 à 7 enfants par femme. Et puis, vous avez l'Afrique noire chrétienne. Par exemple, le Congo. Là aussi, 6 à 7 enfants par femme. L'Angola, le Gabon, moins fécond d'ailleurs. Et le sud, notamment, du Bénin, du Togo, etc. Une partie de la Côte d'Ivoire, voilà. Bon. Les tribus, parfois, en fait, évoluent étrangement. Prenez le cas du Nigeria, vous avez des tribus nigérianes qui sont devenues musulmanes, et vous avez des tribus nigérianes qui sont devenues chrétiennes. En fait, la religion est liée à une tribu qui se convertit à telle ou telle religion. Et donc, après, vous avez des conflits, vous avez des mouvements islamistes, etc. Donc, est-ce que le problème, c'est l'Europe contre l'islam? Non, le problème, ce n'est pas là. Le problème est démographique. Les Européens ne font plus d'enfants, et pour l'instant, un autre continent en fait beaucoup, même si vous remarquerez, et c'est très important de rappeler, que la natalité aujourd'hui n'est plus tellement musulmane, mais africaine. Le taux de natalité que vous avez en Turquie, en Algérie ou ailleurs est aujourd'hui très faible, considérablement abaissé. Donc le problème n'est pas là. Il y a un endroit de la planète où la démographie est très forte, je vous l'ai dit. Donc, résumé, le problème, c'est le christianisme dont les Européens ne veulent plus contre l'islam qui serait incarné donc par la submersion migratoire, c'est n'importe quoi, c'est un logiciel faux. Et les nationalistes européens, eux, sauraient faire la différence et auraient le bon discours. Mais où sont-ils? Ils sont ici en train de parler d'eux, mais ils ne sont pas politiquement présents. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à faire émerger un européisme identitaire, on sera tributaire des autres, c'est-à-dire que les autres parleront à notre place pour dire de la merde. Et donc, pourquoi je voulais parler de cette histoire de nationalisme européen? Pour parler de ce qui est pour l'instant un échec. Car disons la vérité, c'est un échec. On n'a jamais eu autant besoin d'une Europe politique. On n'a jamais eu autant besoin d'une politique européenne migratoire à l'échelle du continent pour nous sauver. Et on n'en a jamais été aussi loin. Et on voit même la nouvelle droite régresser en ce domaine. Beaucoup de camarades s'agacent de la mise en avant d'un Rodolphe Carte, souverainiste patenté, par Éléments et par la Nouvelle Librairie. Mais pourquoi? Parce que le champ politique du nationalisme européen est absent. Donc, si ça n'existe pas, ou en tout cas c'est à la marge, rien ne changera. Alors, les figures éclairées, les gens qui réfléchissent à l'image de Rochely dans son dernier bouquin, ont compris la nécessité d'Europe politique. Ils savent que nous avons raison et ils soutiennent cette idée. Mais encore, ils ont peur, malgré tout, de fâcher tous ces gens qui sont eurosceptiques. Il y a des gens qui sont anti-immigration, donc on leur parle, le Gallo et les autres leur parlent, mais quand il faut parler d'Europe politique, le Gallo et les autres ne disent plus rien. Ils ont renoncé à cela. Ils se limitent à dénoncer l'immigration, sous-entendu non européenne, mais la nécessité politique derrière d'une Europe unie est absente. Ou alors c'est quelques lignes. Ah, ça serait bien s'il y avait une Europe unie sur cette base, voilà. Et ça s'arrête là. Une régression, un échec. Alors faut-il laisser tomber? Faut-il se dire, ça n'est pas audible, ça n'était pas audible il y a 50 ans, ça n'était pas audible il y a 100 ans, mais la situation s'est terriblement aggravée. En fait,
nécessité absolue pour survivre. Mais il est possible que l'Europe meure. Vous savez, il y a une chose qu'il faut apprendre avec les vieillissant, avec les années qui passent, c'est pas parce qu'on a le médicament que l'Europe va le prendre, ce médicament. Le drame, il est là. On a peut-être le remède, mais si l'Europe n'est pas capable de le prendre, ça ne sert à rien. Or, nous sommes dans cette situation-là, où nous avons la solution, nous avons le bon remède, mais nous ne savons pas comment l'Europe peut l'ingurgiter. Comment lui faire prendre ce remède, cette pilule de la guérison. Et ça, aujourd'hui, nous ne savons pas le faire. Nous ne savons pas le faire, et je ne sais pas comment émerger médiatiquement. On me dit, oui, mais il faudrait que tu fasses un livre. Oui, mais il faudrait que tu fasses des vidéos. C'est vrai, mais est-ce que ça changerait grand-chose? On n'en sait rien. Regardez les médias, par exemple. Tous les 4 matins, vous avez Thierry Breton qui est invité dans les médias. Thierry Breton n'a plus aucune fonction. Il ne travaille plus pour l'Union européenne, il n'est pas ministre. À quel titre doit-on avoir, tous les 4 matins, Thierry Breton à la télé? Il n'a aucune fonction. Pourquoi est-il invité? Pourquoi est-ce que Robert Ménard, qui est simplement le maire de Béziers, est en permanence invité sur les plateaux? Pourquoi les plateaux sont occupés par Henri Guénaud toute la journée? Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on voit en permanence? C'est ça le vrai problème. Pour qu'il y ait une émergence médiatique, il faut qu'on donne la parole à des gens différents et pas à des ringards qui répètent toujours la même chose depuis 20 ans. Quel intérêt a-t-on à offrir une tribune à Philippe de Villiers tous les vendredis soirs sur CNews, à part entendre ces radotages pénibles? Ah, c'est l'Union européenne, c'est Maastricht, etc. On n'a pas besoin d'Onfray non plus. Je regardais Onfray, je crois que c'était samedi ou dimanche, sur sa Laurence Ferrari. Et alors que ça ne parlait absolument pas d'Europe, le voilà qui fait une tirade obsessionnelle sur oui, l'Union européenne, Maastricht, etc. Quel rapport? Aucun. Et ça arrive comme ça sort du chapeau, on ne sait pas pourquoi. Donc la conclusion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le nationalisme européen, pour le moment, est mort. Il est mort dans le sens où les gens qui le défendent, comme moi, ne représentent rien. Ça, c'est une vérité. J'aimerais représenter quelque chose. Je représente quelque chose pour 20 000, 30 000 personnes maximum en France, qui me suivent sur X, etc. Mais ça s'arrête là. L'audience réelle est nulle. Regardez mon taux de retweet. Très mauvais. Alors, c'est pas seulement parce que je suis peut-être shadowbanné par X, c'est simplement parce que si je passais mon temps à dénoncer l'immigration, j'aurais énormément de retweets. Mais comme je suis prudent, malgré tout ce systématique, même si je dis les choses, et que j'accentue beaucoup sur leur politique, bien, mon taux de repost, de retweet est mauvais. Parce que les Rieux, les Rochedi et tous les autres ne vont pas me retweeter là-dessus. Ils vont me retweeter parfois sur une pertinence anti-immigration, mais sur les questions européennes, ils ne me retweeteront pas. Quand je dis il faut une Europe unie, peut-être le pensent-ils, n'empêche qu'ils ne retweetent pas. Et ils ne retweetent pas pour ne pas se mettre à dos leur communauté qui ne s'intéresse pas au sujet et qui donc n'a pas envie de lire là-dessus. Le drame, il est là. Le drame, c'est que les influenceurs identitaires ne parlent pas assez de l'Europe, voire même n'en parlent pas du tout. En fait, il n'y a quasiment que moi qui fais le job. Et le jour où je ne le ferai plus, pour diverses raisons, plus personne ne le fera. Sauf si ça change. Là, je suis un petit peu pessimiste, comme vous l'entendez, mais c'est un pessimisme actif, dans le sens où, c'est pas parce que je déplore ça que je continue pas le combat. Mais je dis simplement que l'histoire du nationalisme européen, pour le moment, a mené à une impasse politique. Et que le terrain est occupé soit par les faux européistes du centre, soit par les anti-européens d'extrême droite. Bien sûr, parmi les 35% des électeurs qui envisagent de voter pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, tous ne sont pas anti-européens, loin de là. Et les anti-européens souverainistes qui traînent et pullulent sur les réseaux sociaux font 2% des voix aux élections. La majorité, intellectuellement, est avec nous, mais elle ne nous connaît pas. La majorité des Européens est anti-immigration et pro-Europe politique, en fait. Mais aucun parti politique n'existe pour les représenter. Aucun parti politique n'a eu le courage de reprendre cette ligne. Les LR, Reconquête et d'autres auraient pu le faire. Ce que j'appelle la triangulation. Attaquer le centre par l'Europe, attaquer l'extrême droite par l'immigration, c'est-à-dire par l'identité. Et là, on attaque tout le monde de manière efficace. Il n'y a pas à choisir entre Macron et Marine. Là, on incarne une troisième voie réelle. Macron, c'est l'anti-Europe
qui prétend vouloir l'Europe. Et Marine Le Pen, c'est l'anti-Europe tout court. Nous avons la possibilité d'incarner autre chose. Et je vous dis, c'est ça qui est dramatique, c'est que l'idée d'un discours pro-européen anti-immigration est majoritaire en France et en Europe. C'est une idée majoritaire, mais qui n'apparaît nulle part. Vous vous rendez compte du paradoxe? Personne ne défend l'Europe authentique. Vous n'avez pas de prétendu européiste pro-Maastricht qui vous dit l'immigration est un problème. Non, ils ne le disent pas. Ils disent même le contraire, ils disent non, non, il n'y a pas de problème, etc. Voilà ce que je vais vous dire, chers amis. Donc, je ne vais pas dépasser une bonne demi-heure. J'arrête là et je prendrai les questions que vous pouvez poser par écrit, s'il vous plaît.